Vu par Jocelyne Desjouy du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous ne recevons pas une, mais 3 femmes digitales. Elles se prénomment Émilie, Valérie, Claire et travaillent toutes les 3 comme UX designer. Ce sont un peu les drôles de dames de l'UX UI designer. Alors bonjour les filles. Bonjour. 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 Dites-moi les filles, pourquoi vous êtes des femmes digitales ? Donc moi je suis Émilie, je suis UX UI designer chez Kiléo. Donc UX UI designer, donc je conçois des applications numériques. Donc c'est en ça, je pense qu'on peut dire que je suis une femme digitale. Donc moi c'est Valérie, j'ai 39 ans, ça fait 4 ans que je suis chez Keléo en tant qu'UX designer. Et donc mon rôle au sein de Keléo, c'est vraiment de comprendre les besoins utilisateurs et pour concevoir effectivement un logiciel le plus adapté possible aux utilisateurs. Bonjour, donc moi c'est Claire, j'ai 38 ans, je suis responsable de création UX UI designer au sein de Keléo. Ça fait 2 ans que je suis dans cette entreprise et du coup moi mes fonctions c'est sur la partie création, créativité, l'esthétisme et la vision produit de l'application, mais également une phase aussi UX design. Et je suis également responsable du pôle, donc je suis là aussi pour développer commercialement ce pôle en pleine croissance. Alors vos métiers semblent très récents dans le monde du travail et certainement peu connus. D'ailleurs, UX, UI, designer. Alors personnellement, moi je ne connaissais pas ces termes ni ces métiers il y a encore quelques semaines. Donc est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer en quoi ça consiste ? Je crois qu'il y a plusieurs confusions et que signifient ces acronymes. Donc l'UX, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire User Experience en anglais, donc c'est l'expérience utilisateur. Et ça va vraiment comprendre tous les aspects de l'interaction entre un utilisateur, une personne, et finalement un service ou un produit. N'importe quel qu'il soit, que ce soit un produit digital ou même tout objet en fait. C'est vraiment cette interaction-là qu'on va prendre en compte et qu'on va tenter de rendre le plus simple possible finalement. Et alors, c'est quoi la différence avec UI ? Alors l'UI design, c'est vraiment, ça fait partie en fait de l'expérience utilisateur. C'est la partie visuelle finalement de l'UX, c'est ce qu'on voit. Donc dans un logiciel par exemple, c'est l'interface qu'on va voir, c'est vraiment l'écran qu'on voit quand on est face à une application web. C'est avec quoi on interagit dans un ordinateur en fait. Alors du coup, c'est deux métiers différents ou c'est 2 métiers complémentaires ou comment ça fonctionne ? C'est 2 métiers complémentaires. Donc en fait, c'est vraiment où on n'est que full UX comme Valérie, et on est vraiment expert sur ce domaine-là. On a aussi des purs UI, donc qui gèrent vraiment que la partie esthétique. Et il y a, comme Émilie et moi, la double mission UX UI, qui nous permet en fait de pouvoir travailler d'un projet, de l'idée à la conception en fait. Ok, d'où un peu le fait que vous soyez 3 autour de ce pôle, mais vous allez un peu plus nous expliquer ce détail. Mais avant ça, si on revenait un petit peu sur vos parcours, qu'on comprenne comment on devient UX, UI, designer, parce que moi, dans les années 80, ce genre de parcours de formation n'existait pas. Tout à fait, ça n'existait pas. Donc, expliquez-moi comment on devient UX designer, UI designer, UX UI. Donc vous allez voir, on a des parcours assez différents tous les 3. Moi, j'ai un parcours plutôt communication à la base, donc j'ai fait un master en communication. Je voulais travailler dans la musique, donc j'ai fait mes études là-dessus. Je suis partie à Paris, j'ai fait un nouveau master en industrie créative et j'ai travaillé plusieurs années dans la musique, notamment dans une grande maison de disques. Puis j'avais fait un peu le tour de mon métier où j'étais responsable de la communication digitale pour un label. Et j'avais aussi besoin de revenir un peu à mes racines
près de ma famille dans le sud. Donc, après quelques réflexions, je suis partie dans un master en ergonomie cognitive. Parce que justement, le côté UX design nécessite d'avoir des connaissances plutôt dans ce domaine-là. Donc j'ai fait un master en ergonomie cognitive et pour compléter cette formation-là, j'ai ensuite fait une formation de designer web pour justement la partie UI et devenir ainsi UX et UI designer. Et alors l'ergonomie cognitive, en quoi ça consiste ? Ergonomie cognitive, en gros, moi je peux vous raconter un peu ce que j'ai vu dans le master pour le définir. L'ergonomie, on va faire en sorte de comprendre la tâche ou une activité, puisqu'on va travailler, nous, dans notre métier, sur des applications de métier. Donc l'ergonomie cognitive, ça va nous aider à définir une activité, modéliser une tâche que peut faire un opérateur, par exemple. Et du coup, comprendre aussi les besoins que peuvent avoir les futurs utilisateurs de l'application, pour ensuite travailler sur la conception de l'application en elle-même. Toi, finalement, tu as vraiment un parcours au départ communication et tu t'es orientée ensuite sur vraiment ce côté utilisateur. Et du coup, Valérie, ton parcours ? Alors moi, mon parcours, il s'articule vraiment autour de la compréhension du comportement humain. Donc j'ai commencé avec un master en psychologie sociale et cognitive, que j'ai ensuite complété par un doctorat en neurosciences, donc là sur les aspects aussi compréhension du fonctionnement plutôt cérébral. Et après donc ce parcours-là, je me suis un petit peu réorientée, pareil que Émilie, dans l'ergonomie cognitive. Donc avec exactement le même parcours, ergonomie cognitive et innovation technologique et facteurs humains. Et c'est suite à ce parcours-là que j'ai complété moi aussi par quelque chose d'un peu plus concret sur le développement. J'ai fait une POE, donc une préparation opérationnelle emploi, donc de développeur Java. Donc ce qui m'a permis vraiment de comprendre ce qui se passait aussi derrière quand on conçoit. Nous on conçoit l'interface, mais aussi il y a le développement. Et donc ça permettait vraiment d'avoir cette compréhension-là aussi pour le métier. Je pense que c'est intéressant aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement une POE, parce que c'est pas un diplôme ? Non, c'est pas un diplôme. C'est un dispositif, en fait, qui va permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation qui permet, en fait, d'atteindre, en fait, un niveau de compétence sur un domaine particulier. Est-ce que c'est une manière, justement, d'accéder à un emploi, même si on n'a pas le diplôme pour cet emploi ? C'est une sorte de formation qui nous permet d'accéder et d'acquérir les compétences nécessaires et d'accéder à cet emploi. Tout à fait. C'est vraiment ça, le but du dispositif. C'est justement de combler, en fait, une différence entre des compétences que n'a pas forcément le demandeur d'emploi et la demande de l'entreprise qui est en recherche donc de profils particuliers. Par contre, j'imagine qu'il faut un niveau d'études. Ça dépend en fait des PO. Vraiment, voilà. Enfin, sur la formation moi que j'ai faite, effectivement, il fallait un certain niveau, au moins Bac+3. Mais après, ça peut être aussi sur d'autres. Il y a d'autres types de POE où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un certain niveau d'études. C'est passionnant. On passe finalement de la psychologie, de la connaissance du cerveau humain à un métier du numérique. Et toi, Claire, ton parcours ? Alors moi, je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que déjà en troisième, je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais être graphiste. Donc moi, j'ai toujours été happée par l'artistique, le dessin. J'avais vraiment cette capacité à concevoir, à créer. Du coup, on a détecté une dyslexie chez moi. Donc ce qui a fait qu'on m'a amenée vers un cursus professionnel. Donc, ce qui m'a permis vraiment de rapidement aller dans le cœur d'un métier, en fait. Donc, j'ai fait un CAP et il y a un bac pro artisanat et métier d'art, option communication graphique. C'est très long. Mais du coup, ce qui m'a permis de très rapidement apprendre un métier. L'objectif de ce genre de diplôme, en fait, c'est de rapidement aller travailler. Donc, j'avais l'opportunité, en fait, d'arrêter. J'ai eu envie de continuer. Parce que malgré tout, j'avais cette capacité d'apprendre, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Donc du coup, j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué, ce qui m'a permis d'avoir accès à un BTS communication visuelle, option multimédia. Parce que malheureusement, on ne pouvait pas avoir accès à l'époque directement à un BTS, sans passer par une mise à niveau. Donc, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis, en fait, du coup, de monter en termes de niveau d'études et de me permettre, du coup, d'avoir accès à des professions un peu plus hautes.
Donc du coup, rapidement, j'ai quand même arrêté après mon BTS. Je me suis tout de suite mis au travail. Et donc du coup, j'ai été web designer. Donc à l'époque, ça s'appelait comme ça. Avant, quand on appelle ça UI designer. Ah, tu veux dire en fait que le mot web designer, c'est en fait un métier qui a évolué? Il existe encore, non? Il existe encore, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il est déterminé pour nous, pour nous, parce que c'est vrai que dans le métier, c'est des grandes discussions, mais pour nous, un web designer est censé coder. Donc, il est censé en fait avoir une partie esthétique et d'intégration. Donc, c'est pas des développeurs, c'est intégrateurs ou webmaster. Du coup, j'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé à faire du code, sauf que ça me plaisait pas du tout. C'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Et donc, du coup, on se retrouve à être vite un mouton à 18 pattes parce qu'on fait aussi Je faisais aussi de la communication papier, du logotype, du web. Et on me demandait de coder. Donc, j'ai rapidement décidé, en fait, de plus me focaliser, en fait, sur le design d'interface. Et donc, du coup, j'ai continué après à avoir différentes agences où je suis montée, en fait, jusqu'à la direction artistique. Donc là où, du coup, on est vraiment directeur de création et avec une équipe de designers. Jusqu'à après créer ma propre entreprise. Donc, j'ai créé avec mon époux, où, du coup, j'étais co-gérante de la société et, du coup, directrice artistique. Voilà. Donc, vraiment, de petit à petit, j'ai fait mon propre apprentissage et durant mon travail dans mon agence, je me suis vite aperçue aussi qu'il me manquait une brique qui, pour moi, est essentielle pour un designer, un UI designer ou n'importe un designer graphique. C'est vraiment la partie UX. Et donc, du coup, je me suis formée avec de la certification professionnelle. Donc, je suis pas repartie à l'école. J'ai fait un certificat en innovation sur le design thinking. Donc, j'ai appris une méthode qui m'a permis, en fait, de m'ouvrir à l'UX design et qui m'a permis de voir, en fait, qu'on ne peut pas que produire des objets, des solutions esthétiques. Il faut qu'elles répondent à un besoin réel de l'utilisateur. Et du coup, pour moi, ça a fait que mon métier a eu plus d'impact, plus d'utilité. Et donc, ça m'a permis aussi de continuer de développer mon entreprise jusqu'à ce qu'on décide de la fermer. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré aujourd'hui mes patrons chez Keléo et que j'ai décidé en fait d'arrêter mon poste d'entrepreneur pour vraiment faire de l'intrapreneuriat à l'intérieur de cette société. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous me racontez toutes les trois, c'est qu'en fait, aucune d'entre vous n'a suivi un cursus scientifique. Non. Personne n'a fait de mathématiques. Non. Personne ne code. Non. Et vous n'avez pas non plus de parcours informatique. Non. Après, c'est vrai que moi j'ai quand même un parcours neurosciences, mais c'est pas effectivement des sciences dures comme on peut les nommer. Ouais. Alors comment on travaille en trinôme? Est-ce que vos personnalités ont une importance? Il y a peut-être une question de complémentarité entre vous. On entend beaucoup aujourd'hui parler des soft skills. Est-ce que justement, c'est ces fameux soft skills qui aussi vous permettent de bien travailler? Et du coup, comment s'articulent un peu vos fonctions? Qu'est-ce qui se passe chez Keléo, chez ces drôles de dames? Nous, comment on travaille? En fait, on travaille sur des projets en interne. Donc, c'est vrai qu'après, on se répartit plus ou moins les projets. Donc, soit on travaille en binôme, soit seul. Et vraiment, donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, notre métier, c'est que chaque jour est différent. On va utiliser plein de méthodes différentes. On travaille sur des projets donc qui vont de l'application grand public à l'application métier. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, moi, en tout cas, de mon point de vue, que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que c'est cette variété, finalement, de choses qu'on fait, de méthodologies qu'on utilise. Sinon, au quotidien, ce qui va nous rapprocher aussi, c'est l'intelligence collective. Donc ça, c'est un pan de notre métier. Donc tout le monde ne travaille pas comme ça. Nous, c'est un choix et c'est quelque chose aussi qui nous rassemble. C'est cette envie, cette capacité à aller travailler avec les autres. Donc on travaille avec nos clients en co-création et aussi avec les utilisateurs. Donc ce qui fait en fait que du coup, on crée vraiment ce moment, ces moments de création, de co-création, qui permettent de vraiment pour nous de faire des produits plus utiles et plus durables en fait. Donc si on en revenait à la complémentarité
Entre vous, comment ça se passe ? Et aussi, on a une particularité aussi au niveau de notre complémentarité, c'est qu'on va être chacune sur des sujets différents qui structurent notre entreprise. Donc Claire et Valérie vont avoir une partie commerciale avec de l'avant-vente, des appels d'offres. Moi également, je vais être sur de la communication et on développe aussi le numérique responsable chez nous. Et donc finalement, à travers aussi ces différents sujets qu'on peut aborder chacune, on va réussir à se compléter et finalement à suivre un projet de bout à bout. Donc peut-être qu'on peut justement prendre un exemple sur un projet, par exemple, d'une application sur de l'éducation, éducation digitale. Donc c'est Valérie est arrivée en amont du projet. Peut-être que tu peux expliquer ce que tu as fait sur ce projet-là. Donc moi, je suis intervenue vraiment en phase de cadrage avec le client pour extraire en fait un besoin avec lui. Donc quels étaient les besoins qu'il avait sur l'application. En fait, il s'agit d'une application effectivement qui permet de visualiser des formations. En fait, c'est vraiment donc comment ça s'appelle déjà ? E-learning. De l'e-learning et donc moi j'ai fait des ateliers avec lui pour comprendre le besoin et dessiner le parcours qu'il voulait, parce que c'est une refonte en fait. Il voulait aller au-delà en fait du système qui existe aujourd'hui. Et donc après, une fois qu'on a vraiment cadré le besoin avec le client, donc c'est parti en production avec Claire et Émilie. Et du coup, il y a eu pour nous une phase de transmission où Valérie, du coup, nous a transmis toutes les informations qu'elle avait pu récolter sur ce projet avec le client. Et avec Claire, on a continué. Donc, comment on travaille ? On travaille beaucoup en atelier avec le client pour définir les besoins de ses utilisateurs, ce dont lui il va avoir également besoin. On va travailler également toute la partie graphique, pour ensuite justement passer du côté de lui et du coup dessiner l'interface graphique, et ce qui va nous permettre aussi de faire le lien après avec les développeurs pour développer justement toute cette application. C'est ça. Donc en gros, notre métier, c'est ça, c'est concevoir ce qui est en fait difficile de se projeter. Nous, notre compétence aussi, c'est qu'on a une capacité de projection, donc ça fait partie de nos métiers. C'est des besoins de ce métier aussi, c'est cette capacité à faire d'une idée quelque chose de concret. Et donc du coup, c'est vraiment tout ce travail. Donc on va vraiment travailler des esquisses. On va travailler ce qu'on appelle des wireframes. Donc des wireframes, c'est vraiment l'état de l'application, mais sous forme de croquis avancés. Donc là, on n'a pas encore la couche esthétique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, nous, notre objectif, c'est que ça soit utilisable par l'utilisateur. C'est le plus important, parce que ça sera beau être très beau, si c'est difficile à utiliser, on est tous pareils, hein, on n'a pas envie d'y passer trop de temps, il faut que ça soit simple à utiliser, et ça, c'est notre premier métier. Et donc, du coup, comme disait Émilie, ça, c'est des phases qu'on fait. On travaille souvent sous forme de sprint. Donc, on travaille petit à petit avec le client sous forme d'itération. Et après, quand on est prêt et qu'on réalise régulièrement des tests aussi, et que ces tests sont validés chez l'utilisateur, là, on va commencer à mettre la partie esthétique. Et donc là, il y a une partie de direction artistique où on va vraiment choisir l'esthétisme en fait de l'application. Notre objectif aussi, c'est qu'un produit par rapport à un autre ressorte sur le marché et que du coup, elle soit reconnaissable et elle soit engageante pour l'utilisateur. Donc ça aussi, ça fait partie des compétences qu'on a besoin d'avoir pour ce métier. Et donc voilà, pour ce projet, ça se passe en phases. Donc nous souvent, nos missions, ça dure entre 3 et 6 mois. Et quand on a fini, entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment fini, c'est qu'après, on fait la passation aux développeurs, qui, eux, en fait, vont récupérer notre travail. Il va y avoir, bien sûr, des moments d'échange, beaucoup. Donc, on travaille très régulièrement avec eux. On n'est pas une équipe, notre équipe et leur équipe. On est vraiment en travail ensemble. Et du coup, notre rôle, après, quand c'est les développeurs qui ont la main sur le produit, c'est qu'on les suit pour que vraiment répondre à leurs questions et être capable d'itérer au maximum. Parce qu'un produit comme une application a besoin de tout le temps être développé et vérifier que ça réponde bien aux besoins de c'est départ. ça. Donc ça, c'est tout le temps, voilà, il n'y a pas de... Ok.
Alors, on se rend compte en fait que le monde du numérique, déjà, il faut être multitâche. Vous avez plusieurs fonctions et c'est aussi, du coup, la créativité. Donc, tu as parlé tout à l'heure que toi, tu étais dans la création d'un nouveau pôle dans cette entreprise, le pôle Design Experience. C'est intéressant de pouvoir aussi, en plus de ces fonctions, finalement, avoir certaines responsabilités et pouvoir, comme ça, créer carrément un pôle. Explique-nous, Claire. Du coup, on a l'opportunité, oui, de développer cette offre qui n'existait pas à la base dans l'entreprise, qui vient du coup enrichir le travail des développeurs pour amener encore plus de qualité. Et donc, du coup, oui, on co-crée ce pôle, en fait, toutes les trois. Donc, c'est vraiment un poste, quoi, c'est vraiment un temps qu'on a dans notre mission, en fait, au quotidien. Donc, c'est vraiment trouver des nouveaux clients, développer cette nouvelle offre. Donc du coup, en fait, les entreprises du numérique d'aujourd'hui, ça va au-delà d'être juste un collaborateur et d'avoir un métier. C'est offrir aussi l'opportunité en fonction des compétences et puis des envies de chacun, d'aller au-delà juste de tâches quotidiennes, mais c'est aussi, comme toi tu le fais, comme toutes les trois vous le faites, créer un pôle. Alors du coup, je vais poser une question que je pose pas d'habitude parce que en général c'est l'inverse. Et les hommes dans tout ça, ils sont passés où? Parce qu'en général, les équipes du numérique, c'est plutôt masculin, c'est très très masculin, et on cherche un peu les femmes. Et puis là, vous êtes 3 femmes, mais vous nous les avez mis où, les hommes? On les a tous mangés. Non, du coup, c'est vrai que... Alors, du coup, c'est la petite anecdote, c'est quoi? C'est vrai qu'on nous appelle naturellement le pôle des filles. Donc, ça n'a pas été fait exprès. Ça a été fait comme ça. C'est vraiment l'opportunité qu'on se soit retrouvés toutes les 3 ici. Mais les hommes font partie de notre vie de façon récurrente. C'est-à-dire en fait que vous travaillez main dans la main. Vous avez parlé tout à l'heure des équipes dev. Les équipes de développeurs sont quand même majoritairement plus masculins. Il n'y a pas du tout de femmes? Si, on a une développeuse. Du coup, on va mettre le mot au féminin quand même. Une développeuse qui est parmi nous. Est-ce que dans vos différents parcours et par rapport justement à l'univers du numérique, vous ressentez la mixité, ça a été un frein, trop d'hommes, trop de femmes, ou pas du tout, ou c'est vraiment pour vous aussi, et dans ce que vous faites au quotidien, il y a une espèce d'opportunité de mixité et de complémentarité? Alors moi, pour le coup, c'est vrai que quand je suis allée la première fois à la réunion d'information pour ma préparation opérationnelle à l'emploi, j'avais vraiment qu'une peur, c'était de me retrouver qu'avec des hommes, effectivement, un peu geeks, ce genre de choses. Et finalement, pas du tout. C'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait aussi d'autres types de personnes, bien sûr, dans ces milieux d'informatique aussi. Voilà. Donc oui, la complémentarité, pour nous, elle est primordiale. On le voit même en atelier. C'est toujours bien aussi d'être mixte, parce qu'on voit que ça peut aussi nous aider à certains moments aussi de discussion ou de prise de décision. Donc du coup, c'est quand même important, la mixité, on la cherche, on l'a fait vivre, elle est importante, quoi. Oui, parce que finalement, vous avez quand même un métier qui est basé sur des compétences créatives. Et bon, alors, c'est toujours un préjugé, mais la créativité, c'est souvent associé à une qualité féminine. C'est vrai que majoritairement, on retrouve beaucoup de femmes, même c'est vrai que dans les études, même en étant, en faisant on intervient en fait dans des écoles pour faire de la formation. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de femmes dans les parties communication et plus d'hommes dans les parties de développement. Mais les choses changent, on le voit quand même depuis quelques années. On voit que ça commence à mûrir, qu'en fait c'est accessible à tous. Alors, ce qui est extrêmement encourageant, c'est qu'on se rend compte, en fait, à la lecture de vos cursus, qu'il n'y a pas, justement, de parcours type pour faire votre métier, que c'est avant tout presque des métiers passion, des métiers basés sur des compétences de création, de créativité, de design. C'est très intéressant. Et que finalement, juste avec quelques compétences de base, on peut absolument s'épanouir dans votre métier.
Oui, de toute façon, oui. Ça, je pense on voit 3 profils complètement différents et on voit que oui, après on peut faire des études, on peut en faire moins, mais ça dépend aussi vers quoi on veut avoir accès. Et pour moi, mais là je parle de ma propre pensée, c'est que je pense que c'est un métier de passion et c'est un métier où quand on l'aime, on est capable d'avancer en fait et d'apprendre. Je trouve que les filles ont aussi une belle représentation parce que du coup c'est des changements de métier en fait. Donc du coup ça veut dire qu'on peut avoir accès à ces métiers même si on l'a pas trouvé notre voie tout de suite quoi. Et donc du coup oui on peut apprendre, on peut s'auto-former, mais bien sûr il y a des grosses bases à avoir et surtout certaines soft skills quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être très humain. Très dans l'écoute, il y a beaucoup de besoin d'empathie, d'observer les gens et d'être créatif. Et donc, voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut avoir en soi. Et donc, si on avait envie un petit peu d'encourager notre auditoire à devenir UX, UI designer, qu'est-ce qu'on leur dirait ? Moi, je leur dirais d'être curieux. Je trouve que la curiosité dans ce métier-là, c'est un point fort. Parce que on va chercher à comprendre les gens, on va chercher à comprendre ce qu'ils font et aussi on va chercher à faire de la veille, peut-être technique, puisque aussi on est dans un métier du digital, du numérique, donc on va aller voir les derniers logiciels qui existent, voir comment ça fonctionne. Donc, et ça permet aussi d'avoir ce côté apprentissage, capacité à apprendre des choses, à apprendre des gens. Donc c'est hyper évolutif et c'est vachement bien. Moi, je rajouterais effectivement qu'on s'ennuie jamais. Vraiment, c'est vraiment ça l'aspect vraiment intéressant du métier. Chaque jour est différent, comme j'ai déjà dit. Eh ben, merci pour ces témoignages qui permettent de mieux comprendre ces nouveaux métiers du numérique et d'imaginer en quoi consiste le travail donc d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur. Alors, auditeurs, auditrices, vous l'aurez compris, cette compétence a été très récemment associée à un métier. Il n'y a pas forcément de cursus prédestiné. Émilie, Claire, Valérie sont la preuve vivante que l'on peut faire ces métiers à tout âge et quel que soit votre cursus de départ. Vous aimez créer, imaginer, accompagner, vous avez des talents et des appétences pour l'ergonomie, le maquettage, la relation client. Et bien, ces métiers sont certainement faits pour vous. On terminera donc avec notre mantra des femmes digitales, le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Merci les filles. Merci. Au revoir à toutes et tous et rendez-vous pour un prochain épisode des femmes digitales à la découverte des nouveaux métiers du numérique.